Bien le bonjour, bien le bonsoir. Permettez-moi de prendre quelques minutes de votre temps pour discuter du fonctionnement de notre société et du plus vieux conflit de l'humanité tout entière, la relation entre les dominants et les dominés, les riches et les pauvres. Le système médiatique nous propose sans cesse différentes hypothèses pour expliquer l'agrandissement du gouffre qui sépare les riches et les pauvres. Mais, en y pensant bien, il est inévitable que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent, lorsque les pauvres doivent emprunter de l'argent aux riches et en rembourser plus qu'ils en ont emprunté par le principe économique de l'intérêt composé. Comme nous tous, j'avais le sentiment de me faire avoir par le gouvernement, mais je ne savais pas pourquoi, et j'ai alors commencé à chercher. Sans vouloir parler de politique, parce que ce sujet sera abordé ultérieurement dans une autre capsule informative, je tiens simplement à affirmer que tous les partis politiques sont corrompus par l'acceptation de la légalité de l'effet multiplicateur du crédit, de l'inflation et de la fluctuation de la masse monétaire. Il est à noter que cette petite discussion n'est qu'un très bref résumé du texte Histoire et fonctionnement du système économique que vous pouvez retrouver sur le forum d'Automne québécois dans la section Sensibilisation. L'effet multiplicateur du crédit, ou, en anglais, le Fractional Reserve Banking System, est un principe économique légal permettant aux banques privées de prêter sous forme de crédit 9 fois plus d'argent qu'elles en possèdent réellement sous forme de billets. C'est-à-dire que le gouvernement permet aux riches propriétaires des banques de prêter aux pauvres de l'argent qu'ils ne possèdent pas sous forme de crédit en obligeant les pauvres de le rembourser avec de l'argent réel plus un montant d'intérêt composé. Concrètement, Pierre va emprunter 9 000 $ à la banque B pour acheter la voiture de Jean. La banque B regarde dans ses registres pour savoir si elle possède 1 000 $ en billets d'argent réel qui n'ont pas encore été prêtés, et elle transfère alors ces 1 000 $ en billets d'argent réel dans une autre section de ses registres pour créer un prêt de 9 000 $. Pierre peut alors écrire un chèque de 9 000 $ à Jean qui sera déposé dans la banque C. Suite à cette transaction, Pierre est le propriétaire de la voiture et Jean possède 9 000 $ d'argent réel. Contrairement à la pensée populaire, la banque B ne transfère jamais de billets d'argent réel à la banque C pour cette transaction. Les deux banques ne font qu'inscrire ces transactions dans leur registre jusqu'à la fin de la période comptable. Toutes les banques fonctionnent comme une seule banque depuis l'invention de la banque centrale et de la monnaie unique d'un pays. À la fin de la période comptable, les deux banques vont additionner tous leurs prêts pour déterminer quelle banque doit de l'argent réel à l'autre, et elle fera alors un transfert d'argent réel pour équilibrer leurs comptes. Pour simplifier le calcul de cet exemple, Pierre a emprunté 9 000 $ à un taux d'intérêt annuel de 5%, ce qui signifie que Pierre doit rembourser 9 450 $ d'argent réel à la banque B avant la fin de l'année, sinon Pierre devra lui rembourser encore plus d'argent réel. En conclusion, la banque B n'a jamais réellement donné d'argent à Jean ou à la banque C, et elle reçoit 9 450 $ d'argent réel. Parallèlement, trois possibilités s'offrent à Jean: payer ses dettes, retirer son argent ou laisser son argent à la banque C. Étant donné que l'endettement moyen de la population est de 142% du salaire annuel, il est très probable que Jean utilise son argent pour rembourser ses dettes. Dans l'éventualité du retrait de son argent, Jean achètera des produits et l'argent circulera dans l'économie jusqu'à ce qu'il soit placé de côté pour endosser un nouveau prêt de la banque. En laissant ses 9 000 $ à la banque C, Jean lui permet de placer 900 $ de côté en garantie du 9 000 $ qu'elle lui doit et de rembourser 8 100 $ à tous ses clients qui retirent de l'argent réel à la banque. En plus, du point de vue macroéconomique, l'effet multiplicateur du crédit crée une dette croissante perpétuelle et l'impossibilité du remboursement à une date fixe. Par exemple, en considérant que 100 $ en billets d'argent réel représentent toute la masse monétaire d'un pays et qu'elle est divisée entre la population et les banques, la population possède alors 50 $ et la banque peut utiliser l'effet multiplicateur du crédit pour prêter 450 $ sous forme de crédit à la population. Mais comment la population peut rembourser 450 $ lorsqu'il n'existe que 100 $ en billets d'argent réel dans tout le pays? Ce principe économique sera abordé ultérieurement dans la capsule informative sur la fluctuation de la masse monétaire. Après cette explication d'un seul principe économique légal démontrant clairement l'avarice des riches, croyez-vous vraiment aux hypothèses du système médiatique expliquant l'agrandissement du gouffre entre les riches et les pauvres? Aussi effrayant que cela puisse paraître, l'inflation et la fluctuation de la masse monétaire
sont des principes économiques légaux encore plus dévastateurs pour notre société. Deux autres capsules informatives seront dédiées à l'honneur de ces principes. Sur ce, à bientôt et je vous laisse sur les paroles de Léon Tolstoï. L'argent est une nouvelle forme d'esclavage et elle ne se distingue que de l'ancienne que par son caractère impersonnel. Il n'y a pas de relation directe entre le maître et l'esclave.